Alors, le point de départ de ma réflexion, c'est la différence qu'il existe entre les différents médias utilisés par Claude Cahun concernant la question de l'héritage. En effet, pourquoi dans l'œuvre de Claude Cahun, celle-ci semble se sentir plus libre dans le domaine photographique et plastique que dans le domaine littéraire, ou que, disons, son écriture est plus marquée par le symbolisme. Comme le notait Andrea Oberhuber dans sa présentation du colloque, Claude Cahun a souvent été étudié au prisme du surréalisme. Mais, comme nous l'avons vu ce matin, elle a également été fortement marquée par le symbolisme, et notamment Marcel Schwob, donc voilà, ce qui a été traité lors de communication. Alors j'aimerais quand même, il y a un nom qui n'a pas été cité, quand même, que je voudrais citer, c'est celui de Gide, toujours pour parler un peu de l'héritage symbolisme. Enfin, Gide, c'est un personnage intéressant parce qu'il va un peu au-delà quand même du symbolisme, c'est un personnage de passeur. Donc dans la fiche de Claude Cahun de la librairie des Amis des Livres, donc mentionne, donc j'ai parlé ce matin de Barbet d'Anvilly, mais aussi celui de Prométhée mal enchaîné, donc de Gide, dans lequel Gide joue avec les codes, les subvertit. Il y a un chapitre donc du Prométhée mal enchaîné qui s'intitule « Chapitre pour faire attendre le suivant », raillant les codes du roman dans la tradition de l'anti-roman. Voilà, on pense évidemment à Sterne, Diderot, etc. Et plus loin, on trouve même le code du discours publicitaire dans la fiche qui annonce la conférence de Prométhée quelque temps après sa captivité. Je cite « Ce soir à 8h, dans la salle des Nouvelles Lunes, Prométhée délivré parlera de son aigle. » Alors ce jeu sur les genres et cette utilisation de discours publicitaires insérés dans le texte comme une sorte de collage rappellent évidemment les héroïnes et notamment la première d'entre elles, Ève la trop crédule. Alors, mais si les premiers textes de Claude Cahun, voilà, notamment Vue et Vision, Amor Amicitiae, enfin, ou l'amitié, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle, apparaissent comme nettement symbolistes, son ouvrage Avenant en Avenue a régulièrement été considéré comme un ouvrage surréaliste. Alors, j'aimerais tempérer cette affirmation, car malgré des jeux de langage et la réactivation du sens des mots d'expression lexicalisée, ce texte est très marqué, comme on l'a vu ce matin, par la littérature fin de siècle, qui a lui-même été friand de jeux de mots. Alors, dans les influences symbolistes, ni symbolistes ni surréalistes, je vais un peu vite parce que je parlais de tellement de choses que bon. Mais dans je sais plus l'expression que tu as utilisée, les influences et les passages. Enfin, tu as utilisé un terme que je trouvais très juste, que j'ai oublié, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est Michaud. À propos d'Avenant en Avenue, dont tu as été très proche, c'était un ami. Et voilà, même si je n'ai pas le temps de développer, elle partage avec lui notamment un rapport très particulier, très violent au corps. C'est certainement dans le domaine plastique qu'Avenant en Avenue s'apparente le plus aux recherches surréalistes. L'intermédialité de l'ouvrage, dans lequel figurent des textes et des photomontages, marque son positionnement dans les avant-gardes. Par ailleurs, les photomontages rappellent le collage, technique chère aux surréalistes, dans la mesure où elle facilite la production de l'étincelle, qui jaillira du rapprochement fortuit qu'appelait Breton dans le manifeste. Donc, dans Avenant en Avenue, Claude Cahun, à partir des images d'elle-même qu'elle démultiplie, désarticule ou isole, compose des autoportraits symboliques dans lesquels sont insérés des visages familiers ou des objets symboliques du paysage personnel, voire le photomontage dont on a parlé ce matin à plusieurs reprises. Mais contrairement au collage surréaliste, qui trouvait dans la vie environnante un matériau déjà informé, le matériau qu'utilise Claude Cahun reste principalement photographique. Dans les photomontages d'Avenant en Avenue, Claude Cahun se rapproche des recherches esthétiques qui l'environnent, sans toutefois les recouper totalement. Toutefois, notons que dans sa correspondance, Claude Cahun évoque le fait que ces photos, plus généralement, pas seulement les photomontages, ont été saluées par Man Ray. Parmi les réalisations plastiques de Claude Cahun figurent également les objets. Claude Cahun présenta par ailleurs donc plusieurs objets lors de l'exposition de 1936, exposition surréaliste d'objets à la galerie Charles-Raton. Le catalogue mentionne 2 œuvres de Claude Cahun, Souris valseuse et Un air de famille, sous la rubrique surréaliste, qui comprend les objets à fonctionnement symbolique, selon l'expression forgée par Dali. Un air de famille est composé d'un lit à baldaquin sur lequel sont posés pêle-mêle divers objets.
On peut distinguer des bougies, une écharpe, un chapeau Napoléon avec une cocarde tricolore, une flûte et une ampoule. Sur le baldaquin est accrochée une étiquette qui semble être découpée dans un cahier d'écolier. Chaque ligne commence par la lettre M déjà imprimée, comme un modèle à reproduire. Alors chez Breton, il est question de rapprochement de deux choses existantes dans sa théorisation de l'objet surréaliste. Alors que les objets forgés par Claude Cahun, ce sont plutôt des créations nouvelles, ou en tout cas des mises en scène narrativisées, telles les scénettes d'une histoire enfantine et perverse. On y retrouve très souvent des personnages apparaissant alors comme des promesses diégétiques. On retrouve dans ces photographies une ambiance onirique, mais sa démarche se distingue des autres objets surréalistes produits lors de cette même exposition par Meret Oppenheim, Dali ou Breton. Leurs objets, ces trois personnes par exemple, sont imprégnés de connotations érotiques avec une importante dimension charnelle. La fourrure de la tasse de Meret Oppenheim, la forme et la couleur phallique du téléphone de Dali, la fourrure encore et le cœur organique de l'objet à fonctionnement symbolique de Breton. Or, si l'on distingue dans les objets de Claude Cahun une interrogation sur la question du fétiche, on observe de nombreuses chaussures dans les photos, objets de fantasme s'il en est, qui rappellent d'ailleurs son conte Cendrillon, dans lequel le prince est un fétichiste. Il n'y a pas vraiment de sensualité, d'érotisme. On y retrouve des angoisses d'ordre sexuel, mais pas d'invitation au désir. Je voudrais vous parler désormais d'un des aspects de l'œuvre de Claude Cahun qui est le moins connu. Lors de l'occupation de l'île de Jersey, l'activité militante de Claude Cahun s'apparentera à de véritables créations plastiques, installations. Pour Claude Cahun, la démarche est aussi artistique que politique. Tous les traits qu'elle réalise sont minutieusement préparés. Les couleurs sont soigneusement choisies. Elle met en pratique son intelligence de l'image, son sens de la mise en scène. Alors je cite un extrait de lettre dans lequel elle raconte, elle explique. Une page d'illustré allemand s'était trouvée sous mes yeux au cours de nos promenades. Je ramassais. Sur cette page, une photographie de régiment en marche. Ça avait l'air plein d'ardeur. Je la tournais en tous sens. Je m'aperçus qu'il suffisait de cacher la moitié de la photo pour changer complètement l'impression qu'elle donnait. Les jambes, les bottes, sans les visages, n'avaient rien. Rien qui pût sembler exaltant. Elles étaient tachées de boue et, isolées du reste, fatiguées à l'extrême. Je coupais soigneusement la photo. À la peinture rouge, je traçais par-dessus notre ritournelle et cherchais une présentation esthétique. Je trouvais un joli cadre à la taille voulue. J'ouvris le cadre, substituai la photo de bottes à la photo de 1892 et recollai. Claude Cahun se livre ici à un exercice de sémiotique de l'image qui lui permet de retourner la propagande nazie. La réalisation du tract suit avec une application professionnelle, des coupes soigneuses, peinture, cadre. Mais le projet n'en reste pas là. Après avoir mis au point une présentation recherchée, il faut exposer son œuvre, réfléchir à l'endroit le plus propice. Je cite encore. « Il restait l'anneau pour accrocher au mur. Je savais déjà ce que je voulais en faire. Je savais depuis le matin, par Edna, qu'une maison d'évacués allait être occupée, ne l'était pas encore. Il fallait s'y introduire. Ainsi les soldats trouveraient le tableau. » Le collage, peint et encadré, acquiert désormais le titre de tableau. Les guillemets suggèrent certes une certaine distance, mais l'utilisation de ce mot souligne l'implication esthétique. Mais Claude Cahun va encore plus loin et réfléchit à l'interaction avec son public. Mieux valait qu'il ne le trouve pas dès l'arrivée. Ainsi, chacun pourrait croire qu'il était l'œuvre d'un des autres. Je décidai Suzanne. Ce fut elle qui trouva à l'entrée une sorte de cave à soupirail vide et propre. Un clou bien placé. L'éclairage du soupirail tombait en plein sur l'image. Tout se passa sans incident et nous avons pu apercevoir, de loin, les occupants de cette maison quelques jours plus tard. On remarque l'attention particulière à la lumière et le soin avec lequel elle organise la meilleure scénographie possible pour obtenir l'effet recherché sur le spectateur. Alors parmi les productions les plus sophistiquées, toujours réalisées pendant l'occupation allemande à Jersey, figure la réalisation de vrais faux magazines allemands. À partir des revues allemandes en vente dans les librairies,
Elle réalise des détournements par le biais de subtils photomontages dont elle raconte en détail la réalisation. J'achetais des illustrés en ville, les cachant pour ne pas donner le mauvais exemple aux civils. À la maison, je coupais et collais, cherchant des photomontages significatifs à mes yeux, point d'interrogation entre parenthèses, et aussi à apprendre un peu d'allemand. J'avais grand mal à feuilleter tout ça, c'est même impossible à exprimer à quel point, jusqu'au moment où quelque chose à en faire me sautait aux yeux. Alors, m'en servir devenait une obsession et en somme une sorte de plaisir technique. Claude Cahun apporte ici une description intéressante du processus de création vu comme la science dans une masse informe d'un élément manifeste qui devient un motif entêtant dont on ne peut plus se défaire. Dans leur caractère subversif, ces détournements de magazines rappellent les photomontages de Hartfield qui a lui aussi travaillé sur le matériel de propagande nazie. La dimension politique semble avoir décuplé son inspiration. Les contraintes liées aux conditions matérielles nourrissent l'imagination et donnent lieu à de nombreuses innovations esthétiques au-delà de la simple agite-propre. D'ailleurs, Claude Cahun a-t-elle eu accès aux créations qui se font en URSS des années 20 ? Sa participation à l'AEAR, sa proximité avec Breton et des membres de l'opposition de gauche dénotent un intérêt pour ce qui pouvait se passer en Union soviétique. Et on peut se demander dans quelle mesure elle connaissait l'œuvre de propagande de Rodchenko pour la photographie ou de Tsekhavertov pour le cinéma. Alors ce petit tour d'horizon nous permet de mettre en évidence d'une part la diversité de l'œuvre de Claude Cahun, mais aussi le fait que héritage et influence ne présentent pas les mêmes enjeux selon les médias utilisés. Dans le collectif Filiation, Modèle et Transmission, dirigé par Françoise Le Borgne, la question des influences est envisagée sous l'angle historique. Ainsi, à l'époque classique, se placer sous l'autorité des anciens est un gage de qualité. On voit ensuite comment, à partir des Lumières, s'ouvre une crise de l'autorité qui aboutit avec le romantisme à une valorisation de l'individualité, la singularité, l'extravagance du génie. Alors, en se replaçant donc, pour ce qui nous concerne dans une perspective historique, il faut quand même souligner que Claude Cahun continuera à écrire des textes largement marqués par le symbolisme, dans une période où le symbolisme était largement sur le déclin. Dans une lettre donc dans la lettre à Adrienne Monnier dont parlait Agnès Lermite tout à l'heure, elle parle de ses emprisonnements symbolistes. Et comme l'a montré Michel Descodin, le symbolisme s'achève, la grande période du symbolisme, ça s'achève avec la guerre de 1914. Et Claude Cahun continue à publier des textes dans le Mercure de France qui, encore dans les années 20, tentent d'entretenir le culte des dieux l'art, édite et réédite des œuvres de Henri Régnier, oublié de l'Isle-Adam. Et alors que Breton fait du passé table rase et proclame dans le journal littéraire en juillet 1924 « Symbolisme, cubisme, dadaïsme sont depuis longtemps révolus, le surréalisme est à l'ordre du jour et Desnos est son prophète », le Mercure de France consacre au même moment 10 pages sur l'inauguration de la plaque commémorative posée sur la maison de Rémy Gourmont. Enfin, quand même un petit décalage. Pour les futurs surréalistes, l'heure est à la rupture avec la vieillerie poétique. Dans l'enquête sur le symbolisme lancée dans les Écrits du Nord, suite à un article de Jules Romain, les animateurs de littérature répondent tout le mépris et l'impertinence d'une jeunesse qui veut s'affranchir des anciens. Donc, en réponse à votre enquête, le symbolisme est-il mort ? Nous répondons 1. Nous n'avons pas l'habitude d'être dérangés pour des choses semblables. J'en saute quelques-uns. 3. Nous n'avons pas lu l'article de M. Romain et pour cause. 4. En voilà assez. Les jeunes gens sont tellement pressés d'enterrer le symbolisme que la question « le symbolisme a-t-il dit son dernier mot ?» devient « le symbolisme est-il mort ?» D'une manière plus générale, Harold Bloom, dans son « Anxiety of Influence », relie la question de l'influence au roman familial. Or, chez Claude Cahun, cela prend une dimension particulièrement familiale, nous l'avons vu, et particulièrement problématique. Le psychanalyste Jean Guyotat, qui a beaucoup travaillé sur la question de la filiation, écrit dans un de ses articles « Le lien de filiation se définit comme ce par quoi un individu se relie et est relié par le groupe auquel il appartient à ses ascendants et descendants réels et imaginaires. Cette définition à laquelle je me suis toujours tenue implique donc à la fois que le sujet est inscrit et s'inscrit dans une lignée où le nom a en effet de l'importance, même s'il est bien banal de le dire, qu'il se situe
où est situé par ses ascendants et qu'il projette, ce qui est plus original, sur ses descendants. D'où l'importance du problème de la fécondité et de l'infécondité dans la fonction psychique d'un individu. Cette question de la filiation, de la fécondité et de l'infécondité prend une dimension particulière dans une part de son œuvre, où la féminité, enfin de l'œuvre de Claude Cahun, où la féminité et notamment la maternité est régulièrement raillée, mais d'autre part dans le propre roman familial de Claude Cahun. Sa mère ayant été profondément touchée par des troubles mentaux, et son père marqué par les théories de la dégénérescence, l'a toujours considéré comme incapable d'assurer une descendance. Elle écrit dans une lettre « Mon père, je le répète, m'avait dès la première enfance barré toutes les voies. Le mariage, il ne fallait pas y songer, à cause des enfants auxquels j'eusse transmis l'aliénation mentale qu'il croyait héréditaire. » On voit ici poser une filiation problématique. Claude Cahun, suite à des problèmes de santé, se fera même enlever les ovaires. Et de l'autre côté, donc ça c'est côté de la descendance, du côté de l'ascendance, dès sa naissance, dès la naissance de Lucie, Maurice semble même avoir un problème à assumer lui sa propre paternité. Dans une lettre à son frère Marcel, il écrit « Tu donnerais une grande joie à maman et à Marie en venant. Celle-ci se désole de ne pas te montrer sa fille. Elle ne cesse de répéter que décidément tu ne veux pas voir ta nièce. » Maurice ne parle même pas de sa fille, mais de la fille de Marie ou de la nièce de Marcel. Dans les lettres de Maurice, il n'est question que du grand frère Georges et de ses succès. Cette filiation impossible s'illustre par ailleurs dans le choix du pseudonyme qui est un refus symbolique du lien avec le père, un refus de porter son nom. Alors comment dans ce contexte renverser le père et ce qu'il représente, l'héritage, la filiation, mais l'héritage aussi avec le symbolisme? Claude Cahun est-elle soumise ou subversive? À la fin de sa vie, Claude Cahun paraît exprimer une forme de regret au sujet de son influence symboliste. Je voudrais vous en parler en toute simplicité, mais je ne suis pas simple. Mon passé d'enfant refoulé et d'écrivain symboliste surréaliste n'aide pas à l'expression simple. Ces phrases mêlent étrangement les partis pris littéraires, la psychologie et l'histoire personnelle. Il faut se résoudre au fait que la littérature est bien, du moins pour Claude Cahun, une histoire de famille. Le lien familial avec le symbolisme aura-t-il été un frein à son dépassement? Dans son ouvrage « Tradition et insoumission dans la poésie française », Jean-Louis de Pierry s'exprime l'idée sur laquelle le mécanisme de la création littéraire est déclenché par la combination et l'enchaînement obligé de la tradition et de l'insoumission. La tradition serait ainsi un appui et l'insoumission permettrait la distance nécessaire à la conquête de son individualité. Je le cite. « Pour ne pas rapetisser, il n'est que d'avoir sentiment et conscience d'une distance et, usant de ses forces fondamentales les plus intimes, de se retourner contre l'engrenage gris, mais en prenant appui sur lui. Devenu, par le tremplin de la tradition, individu insoumis, le poète aura conquis, désormais, l'état de santé de sa poésie. » Les surréalistes, et notamment Breton, pour s'affirmer, commencèrent par s'attaquer violemment au symbolisme. Le surréalisme, à l'état naissant, ne pouvait que s'opposer globalement au symbolisme dans la mesure où celui-ci représentait la vieillerie poétique. Dans un second temps, il devint possible de séparer le bon grain de l'ivraie, et c'est à quoi se livra Breton en 1936 dans son remarquable article « Le merveilleux contre le mystère ». Plus tard encore, dans ses entretiens, Breton reviendra sur la sévérité du jugement porté au symbolisme. Je le cite. « La critique de notre temps est très injuste envers le symbolisme. Vous me dites que le surréalisme ne s'est pas donné pour tâche de le mettre en valeur. Historiquement, il était inévitable qu'il s'opposât à lui. Mais la critique n'avait pas à lui emboîter le pas. » Dans un premier temps, la rupture avec tout conformisme littéraire était nécessaire, comme l'explique magnifiquement Crevel dans le fragment Surréalisme du clavecin de Diderot. Afin de situer historiquement le surréalisme, donc je cite, afin de situer historiquement le surréalisme, il importe de constater que ce mouvement, avant même qu'il n'ait pris place dans le cadre vivant du matérialisme dialectique, avait déjà gratifié d'une jolie petite pluie de charbon ardent le bazar de la réalité capitaliste et cléricale, de cette réalité que prétendait nous imposer à jamais le réalisme à forme agressivement bondieusarde ou laïque,
du scepticisme passif à la fanfaronnade conformiste. Le bazar de la réalité avait bien les mêmes titres à l'incendie que celui de la charité, son jumeau en hypocrisie, où voici plusieurs lustres périt la fine fleur de l'aristocratie. Il aura donc eu, comme ce dernier, ses profiteurs, ses victimes et aussi ses héros. Fils et filles soumises au plus grossier et actuel de leurs intérêts, vestaux et vestales d'un culte, hors des limites duquel ils se sentiraient perdus, moins que morts. Ils voudraient croire encore que, de tous les décombres, va renaître un temple phénix. Ils se brûlent les doigts, se rôtissent ce qu'ils ont de plus doux en fait de petites peaux douces. Qu'importe, ils font leur purgatoire sur terre, avec l'espoir de sauver leurs âmes et la classique, bornée, imperméable, pétrifiée notion de personne sans laquelle ils ne sauraient vivre. Alors tout en réglant ses comptes avec le réalisme conformiste et le scepticisme passif du symbolisme, Crevel exprime involontairement sa filiation littéraire. On retrouve le mythe antique du phénix ainsi que la personnification des notions, procédé cher aux idéalistes fin de siècle. On voit ici se jouer la dialectique de l'influence dans sa tension entre rupture et tradition, refus et réappropriation. Mais chez Claude Cahun, ce règlement de compte n'eut jamais lieu. En effet, il lui semblait par exemple impensable de publier son œuvre principale avant la mort de son père. Donc là je cite un extrait de lettre. « La mort de mon père en 1928, je n'aurais ni pu ni voulu publier Avenu non avenu. » Claude Cahun ne s'opposa donc jamais directement à son père, jamais elle n'osa lui exposer frontalement ses choix, ses goûts, ses désirs. Dans un article sur la paternité et la question de la filiation, Gorana Bula-Manenti explique « Nous avons d'abord un lieu qui localise le père, l'agent de la castration maternelle. Si ce lieu est incarné par un père, nous avons le père du nom, le père totémique. Mais pour entrer dans le symbolique, il faut tuer ce père et s'identifier à lui, prendre sa place, prendre le phallus par lequel un de ses traits, et finalement, pour sortir de l'abri de ce père qui protège de l'acte, poser l'acte pour son propre compte et signer de son propre nom pour pouvoir transmettre. » Claude Cahun ne signa jamais de son propre nom et ne prit jamais la place du père ou de l'oncle. Elle se maintient sous leur autorité sans demander son reste. Les influences surréalistes se sont fait jour peu à peu, mais tout en laissant apparaître en surimpression les différentes couches des influences successives. Claude Cahun, pourtant révolté, s'est montré relativement soumise vis-à-vis de ses premières lectures. Par contre, dans le domaine photographique et plastique, nulle rupture n'était nécessaire. Ainsi, c'est certainement le médium dans lequel elle s'est exprimée le plus librement, de la façon la plus moderne ou innovante, pour reprendre l'adjectif utilisé par Agnès Lermite ce matin. Si Breton est resté circonspect vis-à-vis d'Aveu non avenu, il a par contre beaucoup apprécié les photographies de son ami. Dans ses archives figurent 11 photos de Claude Cahun, dont 6 des objets sous globe de verre, ainsi que le cœur de pique. Durant la guerre, alliant ses recherches plastiques et ses préoccupations politiques, elle réalisa des œuvres de résistance qui la situent résolument du côté des recherches esthétiques des avant-gardes. Au confluent de l'art, de la vie et de la politique, son activité durant la guerre à Jersey est peut-être la partie la plus surréaliste de son œuvre. L'écriture, prise dans de complexes enjeux de filiation, semble avoir été longtemps emprisonnée par une autorité dont elle ne pouvait pas se détacher.